Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter pour les gens de JeuCapt, qui sachent à qui on parle? Bonjour JeuCapt, je suis Fabien Vautrin, donc directeur artistique de Kurokawa et je m'occupe de pas mal de licences pour Kurokawa, notamment le management de Pokémon et d'Ultraman et des licences de Hiro Morikawa, Silver Spoon, Fullmetal Alchemist et Arslan qui vient de sortir. Donc cette année on fête les 10 ans de Kurokawa. Donc est-ce qu'on peut avoir une petite rétrospective de l'évolution Alors effectivement, Kurokawa a commencé en septembre 2005. C'est une maison d'édition qui a été fondée au sein de Univers Poche, donc qui est un grand groupe de presse, enfin un grand éditeur de livres. Et la première série vraiment à avoir eu beaucoup de succès qui a été lancée dès le départ, c'est Fullmetal Alchemist. Donc c'était vraiment le gros titre de lancement. Du coup, voilà, Kurokawa à 10 ans, on a aussi toujours suivi l'auteur Hiro Morikawa, donc après avec Silver Spoon, Hero Tales, et plus récemment Arslan, donc qui est à la base un roman qu'elle adapte en manga, et il va y avoir un jeu vidéo d'ailleurs. Oui, un Muso. Un Muso, voilà exactement, Arslan Muso qui sort en septembre. Si en septembre au Japon exactement, et on espère en France. On verra bien. Mais Koei sort beaucoup de jeux vidéo. Oui, Namco qui édite derrière sort beaucoup de jeux vidéo, donc on espère l'avoir. Qui marche bien, je pense qu'il y a la chance. On espère l'avoir en France, parce qu'il a l'air super. Oui, il y a des chances. Pour une fois qu'il y a un Muso qui est raccord avec l'histoire. Exactement, ce serait très... One Piece Muso, Octo Muso, c'était pas forcément génial. Ah, plutôt le deuxième était pas mal de Muso. Il était un peu mieux, mais c'était pas raccord. Après là, Arslan, il y a des batailles. Ouais, c'est ça. C'est des super chinois qui se battent dessus. Voilà, c'est bien. On retrouve un petit peu cette idée-là. Et autrement, du coup, voilà, puisqu'on parle de jeux vidéo, Kurokawa donc était le directeur de collection de Kurokawa, c'est Grégoire Hello, qui est une figure du milieu du jeu vidéo, du journalisme, du jeu vidéo. Et donc on a toujours été très attaché au manga de jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on a développé assez rapidement. Donc, dès le départ de Kurokawa, on avait un manga de Rockman, de Megaman, tout au début. Après, on a fait un manga sur Phoenix Wright, Ace Attorney et Investigation aussi derrière. Et la grosse explosion jeux vidéo, ça a vraiment été Pokémon. Avec Pokémon Noir et Blanc il y a quelques années, et plus récemment, La Grande Aventure. Montrer ça à la caméra. Voilà, donc d'abord le premier Grande Aventure, qui est vraiment la première série Pokémon, qui est une réédition qui se fait en seulement 3 tomes, et pour 10 € chaque tome, c'est bon rapport qualité. Oui, non, vraiment, disons qu'à la base, Glénat l'avait sorti au début des années 2000. Sans finir, effectivement. Il y a une traduction un peu à la fraise. Alors, la traduction, disons, pour le coup, elle a été refaite. Avec les vrais noms du manga, les vrais noms d'attaque, voulus par les auteurs et tout, avec d'ailleurs un démo d'auteur mis à jour. Tout à fait. Qui sont pas les anciens. Je suis ravi que vous l'ayez remarqué. Ah oui, c'est vrai que moi je suis fan de Pokémon. On a demandé aux auteurs de refaire des mots plus contemporains, notamment pour Ruby et Saphir. Exactement. C'était très ancré sur l'époque en fait. Les Game Boy Advance viennent de sortir. C'est ça. Ok, mais en 2015, c'est un petit peu la 3DS. Donc du coup, c'est vrai qu'on a demandé aux auteurs de refaire les mots et ils ont été d'un soutien assez indispensable parce que non seulement les auteurs sont venus à Montreuil il y a quelques années pour présenter Noir et Blanc, et c'est eux qui nous ont incités avec leur éditeur à sortir La Grande Aventure. Nous, à la base, on a commencé à être chaud quand on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus à la dédicace. Et c'est vrai que comme il était déjà sorti chez Glénat il y a quelques années, c'est toujours un peu délicat. En réédition. Les rééditions, les droits, tout ça. On a eu d'autres exemples, notamment Olivier Tom, des trucs comme ça qui sont déjà sortis et réédités. C'était pas des gros succès. Et là, La Grande Aventure, on s'entendait bien avec les auteurs, les plus sympas avec le Pokémon Store. Alors ça, c'était un peu le hasard. Oui, c'est un coup de chance. On savait qu'il allait y avoir quelque chose pour les 15 ans de Pokémon, c'était pour fêter les 15 ans de Pokémon en France. Et du coup, ça a été raccord. Finalement, ils sont décidés un petit peu tard sur la date du Pokémon Store. On savait qu'il y allait y avoir des événements. Et du coup, c'est tombé pile quand c'était une chance. Quand on a eu le premier tome de la C'est là-bas que j'ai acheté mon tome. Ils ont été en rupture de stock plusieurs fois parce que le Pokémon Store, ça a eu beaucoup de succès. J'ai eu la chance d'être le premier jour. Et ils nous ont redemandé parce qu'il y avait beaucoup de goods japonais. Et qui ont été partis en 2 jours. Ils sont partis immédiatement. C'était incroyable. Alors que nous, on est place d'Italie, c'est juste à côté. Donc on pouvait rapporter des mangas. Et donc, ça a été un grand succès. C'était un vrai succès l'année dernière. Donc, c'est le premier tome est sorti en juin et avant la fin de l'année. Ça doit être septembre et novembre, peut-être quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est tout de suite suivi par Ruby et Saphir. Et Ruby et Saphir dès le mois de décembre. Pour la sortie de Ruby Omega et Saphir pour Alpha. les remakes. Et la 3e génération, du coup.
Voilà, tout à fait. Donc on a sauté une génération. C'est ça. Donc il y a eu la première grande aventure, Ouais. donc version Game Boy classique. Exactement. Et Ruby et Saphir qui est donc le jeu Game Boy Advance. Voilà, Ruby Saphir. Qui a commencé donc au Japon. Là c'est la version d'origine. Oui. C'est-à-dire qu'après au Japon ils ont fait Ils aussi ont- un manga oui. sur Ruby Oui, et et Saphir. aussi, tout ça. Et alors c'est Emerald, autre chose. ça vient après. Oui. En fait, le manga, l'arc scénaristique Ruby et Saphir est contenu en un seul arc. Et Emerald a son propre arc en fait. Il y a Oui, voilà, un c'est arc supplémentaire. Et donc il manque or et argent. On travaille actuellement. Voilà, parce que du coup, le 3e tome sort bientôt. Il est sorti pour Il est Japan sorti- Expo. Voilà, c'est ça. Il est C'est sorti sorti pour Japan Expo, exactement. pour Japan Et donc ça Expo. conclut Ça ce conclut Pokémon Ruby Ruby Saphir. Donc voilà, on espère s'attendre à voir d'autres rééditions, enfin la même édition pour le coup, de la grande aventure pour Or Argent. Tout à fait. Alors on y travaille, on peut rien D'accord. promettre pour le moment, parce que c'est Oui, toujours forcément. des projets très complexes. Hein. Pokémon, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure au niveau de la traduction, mais en fait Pokémon Company, donc, qui est Oui. l'entreprise qui gère les droits de Pokémon, relie intégralement Voilà. nos tomes. Et Pour donc, être du sûr. coup, voilà, au niveau des noms d'attaque, il y a beaucoup c'est très précis finalement. Oui, Et voilà. c'est aussi pour ça qu'on a un devoir vis-à-vis des fans, C'est ça. qui sont eux aussi très précis Voilà. pour se montrer à la hauteur de leurs exigences. Et notamment sur Ruby et Saphir, Pokémon Company nous a fourni beaucoup d'informations pour qu'on reste bien dans les personnages, qu'on réutilise les références par rapport au jeu. Ils sont très, très attachés à ce que l'univers de Pokémon soit unifié quelque part, même si c'est une histoire originale. Hein. Oui, voilà. C'est quelque chose qui a été créé spécifiquement pour le manga, mais l'univers reste le C'est le même. même. Les concours, par exemple, Exactement. en termes, on retrouve Les- les baies, enfin Les champions d'arène. c'est tout ça. tout est raccord et on essaye d'être au plus proche de la licence en fait. C'est vraiment le côté licence de Pokémon. Et en parallèle, parce que donc, la grande aventure c'est ces gros tomes, Oui. et on a une ligne moderne qui Oui. a été donc, noir et blanc, Noir et blanc. d'abord, Et qui a été dernièrement- l'exclusivité mondiale d'ailleurs. Noir et Oui, blanc. On l'avait c'était sorti bien. avant le Japon, parce qu'ils n'avaient pas encore sorti les tomes Oui, reliés. En fait. oui. Ils ont On a eu eu la la chance chance de de pouvoir pouvoir. eu la chance de pouvoir faire les tomes reliés directement depuis la Ça, c'était prépublication. c'était vraiment bien. C'était en avant-première mondiale, Ouais. personne. Les fans étaient vraiment. Et du coup, on a enchaîné après avec Avec XY, XY, qui est le plus récent Et qui arc. a déjà 2 tomes chez Kurokawa. Voilà, il y a 2 tomes de sortie. Le 3e devrait arriver avant la fin de l'année, si tout D'accord. va bien. Donc On continue. Pokémon, c'est vraiment. 6ème génération. C'est vraiment. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais les fans ont du répondant. On est très contents du soutien en fait que la communauté Pokémon nous a apporté sur ces titres, Voilà. notamment la grande aventure. Il y a eu Oui. un grand enthousiasme. Par rapport à la première génération qui est très appréciée, rapport qualité-prix. À nous, l'idée c'était un peu le côté super pixel géant. En fait. Exactement. C'est-à-dire, pour une somme relativement modique, d'avoir suffisamment de lecture Exactement. pour tenir un voyage en autoroute. C'est ça. Et du coup, voilà, les fans ont été présents, les enfants aussi découvrent Pokémon grâce à la Voilà. aventure. C'est un super manga en fait. Ah oui, il est très très bien. En dehors du fait que ce soit un manga Pokémon, Ouais. en soi c'est À déjà part un entière, bon manga. exactement. C'est vraiment C'est un manga à part entière. très Pas besoin précis. d'avoir joué au jeu. Et pas besoin d'avoir En fait, joué. néophyte. On peut rentrer dans l'univers de Pokémon grâce à ça. En Ça, fait. c'est intéressant. On a vu des enfants qui connaissaient pas du tout Pokémon, ni les cartes, ni les jeux Voilà. vidéo, et qui ont lu le manga et qui du coup se sont intéressés Ni à l'univers derrière. de Pokémon. Donc c'est une porte d'entrée, c'est une bonne porte Ouais. d'entrée pour l'univers de Pokémon. Et alors donc là on a parlé des mangas plutôt pour enfants, on a aussi Inazuma Eleven. Oui. Donc là en l'occurrence c'est Le Inazuma Eleven Go. Donc la La deuxième trilogie trilogie de jeux vidéo Exactement. donc, sur 3DS. de Level 5. Et donc là, on le termine cette année, parce que le dernier tome sortira cet été, si je dis pas de Exactement. bêtises, au mois d'août. Et donc voilà, ça aussi, c'est un grand succès. C'est vrai que on avait, quand on annonçait, en fait, le jeu vidéo n'était pas encore sorti. Oui, il y a ce petit retard par il est rapport au sorti Japon. très tard par rapport au Japon. Et La tout. série télé n'est pas pareil. non plus diffusée. Oui. Mais dès que le jeu et la série télé sont sortis, ça a été Un succès. Voilà, un succès auprès des cours, dans les cours de récré, Ouais. un succès au cours de récré. Je peux comprendre, parce que moi-même je les ai à la maison. Et c'est encore une fois un peu comme la grande aventure, une histoire Oui. qui se suit en fait. C'est vrai que les mangas de jeux vidéo, surtout pour les mangas de jeux vidéo pour enfants, c'est souvent le manga humoristique avec des petites scénettes. Voilà. Notamment, il y a un manga de Animal Crossing qui est totalement débile et c'est juste C'est du 4 cases. voilà, des petits en commun ou des petites histoires juste un chapitre. Et du coup, c'est vrai que ce soit Inazuma Eleven ou Pokémon, ça fait partie des rares mangas d'adaptation, des rares mangas adaptés de Voilà. jeux vidéo pour jeunesse, parce que Kuroko Oui, voilà. Comics c'est quand même un magazine pour les jeunes qui se suivent en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment deux bons mangas à part entière.
Et alors, on peut parler des mangas un peu plus pour adultes. Pour adultes, oui. Donc, c'est par Resident Evil. Notamment, ça, c'est le dernier sorti Resident Evil. Parce qu'on a d'abord eu Marawa Desire. Voilà, en fait, Marawa Desire se situe entre Resident Evil 5 et 6. Donc, ça faisait la transition. On voyait déjà Ada avec sa capuche et tout ça. C'était un peu le personnage mystérieux du manga. Et du coup, Capcom a eu beaucoup de succès au Japon avec cette stratégie et a voulu, entre Resident Evil Revelation et Revelation 2, faire un nouveau manga qui est Resident Evil Heavenly Island. Et alors, le pitch est très simple, c'est Koh-Lanta avec des zombies. Et donc c'est plein de jeunes filles en bikini qui sont mangées par des zombies. On retrouve quand même Claire Redfield qui intervient dans l'histoire. On retrouve quand même tous les éléments qui font la force de Resident Evil et de la mythologie, parce que c'est un énorme truc au niveau de l'histoire, mais avec un côté un peu plus léger. Et justement, voilà, on le sort pour l'été parce qu'on se dit que c'est un manga un peu pulp qu'on peut apprécier à la plage sans se prendre la tête. Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est super bien dessiné, c'est le même dessinateur que pour Marawa Desire. Il a un vrai trait très précis au niveau des dessins. Ce que j'aime bien, je trouve, l'univers qui se pense bien. Voilà, le côté un peu glauque aussi de Resident, il arrive bien. On le voit sur la couverture. Oui, déjà. À premier œil, c'est sexy, et après, c'est ça. Voilà, conseil minceur pour l'été, faites-vous manger par un zombie. Toujours sympa. Et donc, tu viens de sortir le tome 1. C'est ça, on le sort pour Japan Expo. Voilà, exactement. Japan Expo, c'est un grand moment pour sortir les nouveautés. Et notamment parce que cette année, on fête nos 10 ans. Exactement. Donc, on a vraiment envie de marquer le coup. Et aussi, alors, on a plusieurs séries anniversaires. On a eu Arslan, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, Ultraman. Le fameux Ultraman, qui a un très bon parti pris, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de manga Ultraman en France. Alors, on a eu la chance d'avoir Ultraman 80 à la télévision il y a très longtemps. Et ça n'avait pas pris. Et c'est vrai qu'en France, en fait, Ultraman fait partie d'un genre qu'on appelle le tokusatsu, qui est le genre effets spéciaux japonais. Mais on connaît surtout Bioman, des dérivés, et Power Rangers, parce que c'est qui sont finalement une adaptation américaine de la version japonaise des Sentai japonais. Et Ultraman, quelque part, c'est le fondateur de tout ça. C'est lui qui a un peu tout inventé. Et nous, on voulait faire découvrir un peu cette culture. Donc l'intérêt d'Ultraman aujourd'hui, c'est que les Japonais ont voulu faire une version moderne d'Ultraman, un petit peu comme ce qu'avait fait Naoki Urasawa sur Pluto, par exemple, un peu une réinterprétation moderne du mythe d'Ultraman. On retrouve le fils d'Ultraman qui a des gènes de son père hérités d'Ultraman. Même si Ultraman est reparti dans sa galaxie, il a laissé quelques petits gènes dans le corps de son père. Et qui va reprendre le flambeau en fait. Et nous, l'intérêt, c'est vraiment ce côté transgénérationnel. C'est qu'on s'adresse à une nouvelle génération de fans en fait. On veut leur faire découvrir la culture du tokusatsu. Et le gros intérêt de cette édition, en fait, c'est spécifique à la version française, c'est un bonus en fait qui est à la fin, qui s'appelle Ultra Club, et où on découvre la biographie en fait de l'auteur d'Ultraman, qui a fait plein de choses. Il a fait Godzilla avant, il a fait des films pendant la guerre avec des petits bateaux, il a fait beaucoup de choses. Et on veut nous montrer au public français que finalement le tokusatsu c'est pas juste Bioman, il y a beaucoup d'autres choses. On a eu Xer aussi en France en Metal Hero, mais ça fait partie de ce genre effets spéciaux japonais qui est finalement un peu le parent pauvre de la pop culture japonaise. En France, on a le manga, l'animation, les jeux vidéo, ça c'est des piles, la pop culture japonaise. Mais ce genre effets spéciaux tokusatsu, c'est peut-être le moins connu. Donc on a envie, c'est un peu un manga découvert. C'est d'un côté, on a de l'action. Et en plus, il y a le côté un peu culturel, parce que Ultraman, il y a des références tellement de mangas. On voit les gens qui font des poses, maintenant, John Century Boys, ils font des poses Ultraman, il y a le masque qui ressemble à Ultraman, c'est pas vraiment Ultraman, mais ça ressemble. Donc il y a beaucoup de références que si on ne connaît pas ce pan de la culture japonaise, on n'a pas forcément la blague qui va avec ça. Donc Ultraman, c'est la nouveauté de l'été aussi pour Kurokawa. Il y a 2 tomes qui sont sortis là. C'est ça. Et il y a eu un jeu Super Nintendo aussi, à l'époque, qui était pas terrible. Et donc la chronique du travail est disponible sur le site. Elle est sortie pour la sortie du tome 1. Qui était au mois de juin. Exactement. Voilà. Donc là, on va aborder un peu plus la partie vraiment maison d'édition. C'est comment peut se dérouler justement la négociation ou
des nouvelles licences en fait dans la nouvelle édition? Alors, à la base de tout, en fait, il faut savoir qu'on reçoit les magazines japonais au bureau, donc ça encombre vraiment notre bureau. Et une pauvre assistante Aline qui doit tout ranger et tout, elle meurt sous les tonnes de livres japonais, parce que vous savez, les magazines de publication, c'est des gros bouquins, on en reçoit peut-être 10 kilos par semaine. Ah oui, donc sympa. Et du coup, la première étape, c'est de regarder ce qui se fait en fait. Donc, on a notre directeur de collection, Grégoire qui lit. Personnellement, je lis. Aline aussi, donc, qui est assistante, qui lit aussi tout ce qu'on reçoit. Et on déniche en fait finalement les séries assez rapidement. Parce que c'est assez rapide de voir quand même qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui peut plaire. On a déjà une première idée en tout cas. La deuxième étape, ça va être d'aller voir nos amis japonais et de leur dire écoutez, nous on intéresse à faire ça. C'est pas mal, on a envie de le publier en France. Et là, on va devoir faire une offre commerciale en disant on compte en vend temps, à tel prix, voilà l'argent. Il y a toute une négociation à ce niveau-là. Et une fois qu'on a le feu vert du Japon, parce que des fois il y a de la compétition avec d'autres éditeurs, on ne peut pas se leurrer, c'est des grosses licences, des grosses séries, on n'est pas les seuls à faire ça en fait, on n'est pas les seuls à lire les magazines japonais. Donc une fois que c'est décidé que Kurokawa va sortir un manga, là se lance le processus de traduction, de mise en page, de marketing aussi, parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on réfléchit à quelle série on va sortir, on réfléchit aussi au public et à la manière dont on va la vendre. Parce que finalement, c'est pas très dur d'acheter une série, c'est juste de l'argent. Mais la vendre, c'est encore autre chose. Être vendable, c'est encore autre chose. Donc du coup, on a un bon côté stratégie éditoriale qui est très important pour Kurokawa. C'est pour ça qu'on sort assez peu de bouquins finalement. Chaque année, on a entre 80 et 90 bouquins, alors que ce qui peut paraître beaucoup en soi, mais nos plans sont 2 ou 3 fois plus de livres. Nous, on préfère rester concentré sur ce qui nous plaît déjà d'une part et notre cœur de métier qui est de vendre des livres et de faire découvrir aussi des choses aux lecteurs et essayer de faire aussi des livres de qualité parce qu'on pense vraiment que les fans de manga sont attachés à l'objet en fait. Il y a un vrai côté collectionneur, il faut que ça soit un joli objet. On parlait de Pokémon tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai fait des tranches qui se rejoignent, qui font un Pokéball avec la Pokéball dessus. Et effectivement, si on fait entre deux, on essaiera de faire un raccord. L'idée, c'est vraiment d'avoir un objet que les gens apprécient en fait. C'est pas seulement le contenu, il y a vraiment un côté bel objet qui nous tient vraiment à cœur chez Kurokawa. Et donc une fois qu'on a fini la traduction, la mise en page, les multiples corrections, les validations auprès du Japon, parce qu'il vérifie quand même beaucoup de choses, notamment la création artistique, les chaquettes, et ben on l'imprime, on distribue et vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies qui distribuent nos mangas en fait. On arrive à la fin du process et si ça marche bien, notamment sur les séries où on peut faire des saisons en fait, après on peut faire de nouvelles saisons, notamment Hippo. Kenichi aussi, Pokémon. C'est vrai que Pokémon c'est un coup d'essai et grâce au soutien des fans, on peut faire la suite. C'est toujours plaisant d'avoir un retour. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui voudrait venir travailler dans le monde de l'édition, peu importe le poste, mais travailler dans ce domaine? Alors, le domaine de l'édition, c'est quand même un domaine assez centré. Finalement, tout le monde se connaît un petit peu parce que on vient tous de la même école, qui est l'école des femmes en fait. C'est un peu bête, mais je pense que la plupart des éditeurs du marché, que ce soit qui ou Soleil, on vient tous du même endroit quelque part. Moi je sais qu'avant de bosser pour Kurokawa, je travaillais pour un magazine de jeux vidéo, mais encore avant je faisais un site de jeux vidéo qui s'appelait Sugoi, et j'avais beaucoup d'amis qui étaient sur le net, et on se retrouve encore aujourd'hui. C'est vraiment toujours les mêmes gens, et je pense qu'il faut faire son trou et essayer d'être... alors ça c'est vraiment une phrase à la Secret Story, mais c'est être soi-même en fait. C'est vraiment croire en ce qu'on aime quelque part. On peut, le public peut avoir ses propres réactions, il faut en tenir compte, mais je pense que la décision ultime, c'est aussi l'éditeur, c'est le rôle de l'éditeur quelque part, de prendre une décision et de dire ok, je pense que ça c'est la bonne chose à faire. Et ça, quand on est fan, c'est important de faire aussi le distinguo entre son âme de fan et de se dire c'est plus par là qu'il faut aller. C'est toujours un peu une bataille. Mais pour bosser dans le manga, après il y a plein de postes. Il y a la traduction, la mise en page, la création graphique, la fabrication. Même à l'édito, il y a des gens qui gèrent finalement les traducteurs, qui gèrent les plannings, le marketing. C'est assez gros. On a la chance d'être dans une grosse entreprise, donc finalement
on a accès, le noyau dur de Kurokawa, c'est que quelques personnes. Au final, on a accès à des services de l'entreprise pour pouvoir demander et on va faire des casquettes, est-ce que tu peux nous faire ça? Et on aimerait bien faire Japan Expo, ça c'est cool si tu peux nous organiser ça. Voilà. Donc on se repose aussi beaucoup sur les talents qui sont en interne à l'entreprise. Et après, on a beaucoup de personnes externes, notamment les traducteurs, pour ce qui est de la mise en page aussi. Et là, c'est peut-être plus simple finalement de bosser en externe pour plusieurs entreprises. C'est dur d'avoir une seule entreprise pour payer son loyer. Oui, voilà. Il vaut mieux avoir un panel de clients, mais travailler à son compte. Dans le milieu du manga, il y a beaucoup de gens qui travaillent à leur compte aussi. Faut pas, si on a la confiance et qu'on pense pouvoir apprendre, parce qu'il faut aussi apprendre comment travailler, il ne faut pas hésiter à se lancer et à se mettre à son compte pour ce genre de choses. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Voilà. Et donc n'oubliez pas, cet été, vous pouvez récupérer Ultraman et le nouveau manga Resident Evil pour lire sur toutes les bonnes plages, et donc ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries à côté de chez vous. Et encore merci. Merci beaucoup.